il ne nous est pas permis, intellectuellement permis, de désespérer de grand-chose. Et apprendre à désespérer quand il y a les camps de concentration, etc., finalement, est-ce que c'est pas justement un acquis depuis 1953, 1956, depuis vers les années 1950, 55, c'est dont on parlait tout à l'heure. Au fond, qu'est-ce que c'était que l'humanisme? C'était l'espèce de cri de ralliement que personne n'aurait osé contester, je crois, et qui servait à deux choses. Plutôt, il servait de jonction entre deux choses. D'une part, sauver le maximum de ce qui pouvait être sauvé dans une forme de pensée, de morale, de politique aussi, qu'on peut dire en gros traditionnelle, bourgeois, etc. Et puis, sauver, d'autre part, mais en même temps, de manière à bien les raccorder, la nouvelle tradition du marxisme. Alors, je crois que il y a eu une première forme d'anti-humanisme, ou en tout cas, il y a une forme d'anti-humanisme qui, pour moi, est la plus importante, qui est l'anti-humanisme critique, décapant. C'est-à-dire, ne cherchons plus ces transactions, ne cherchons plus ces frontières communes, n'essayons pas de sauver l'un avec l'autre. Derrière cette idée de l'homme total, complet, heureux, désaliéné, etc., qu'est-ce qui se cache, encore une fois, ce projet de sauver l'un et l'autre. Alors, décapons cela. Et je crois que la vague de l'anti-humanisme au cours des années 55-60 a eu cette fonction politiquement importante et saine. Voilà, c'est-à-dire que peut-être maintenant, il s'agirait peut-être pour l'homme de se retrouver, mais évidemment pas de retrouver sa nature, car le début des contraintes est justement dans l'idée de nature humaine, à laquelle il serait bon d'être conforme, etc., et toutes les tyrannies. Bah, c'est peut-être ça, justement, c'est peut-être ça la philosophie, ou c'est peut-être ça, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire ne jamais se donner l'homme ni comme préalable, ni finalement comme objectif.